Alors nous allons pouvoir commencer maintenant le déroulé de la matinée qui est prévu en deux temps. Un premier temps de présentation par Monsieur Laurent Morillon et Monsieur Pierre-Yves Manac, qui sont respectivement délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation pour la Martinique pour Monsieur Laurent Morillon, et c'est lui qui prendra la parole en premier, et pour notre région Pays de la Loire pour Pierre-Yves Manac. Donc ce sera un temps de présentation par leurs soins d'une vingtaine de minutes environ, que nous ferons suivre de 10 minutes d'échange. Vous aurez peut-être envie d'échanger directement avec eux à l'issue de ces éléments de présentation. Et lorsque ce premier volet aura pris fin, nous modifierons un petit peu la présentation de l'estrade et nous inviterons bien plusieurs d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui à participer à une table ronde. Le principe de la table ronde, c'est que c'est très ouvert, hein, c'est vraiment un lieu d'échange et de discussion totalement ouvert où chacun pourra participer même sans être présent sur l'estrade et j'assurerai avec plaisir l'animation de cette table ronde. Donc je laisse tout de suite la parole à Monsieur Morillon et à Monsieur Manac et puis ensuite la parole sera à vous toutes et à vous tous. Parfait, bonjour à tous. Alors d'abord, commencer par remercier le directeur de la MSH, M. Leblet, de son accueil dans cet amphi à la fois original et qui se présente comme un cocon pour accueillir cette belle table ronde qui nous anime aujourd'hui. Remercier bien sûr Madame Lochet et Madame Vialette qui se sont occupées de tous les aspects logistique de cette belle opération. Et puis ne pas oublier Pierre-Yves, mon collègue de Pays de la Loire, qui est effectivement délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour ce territoire, et qui est, alors j'ai envie de dire je suis son homologue, parce que finalement je suis chez lui, et qui va je l'espère, trouver ici de belles occasions de rencontres, de belles occasions effectivement de contact, et surtout parce que c'est le seul but de cette réunion à mon sens, que vous puissiez l'identifier, vous, chercheurs et enseignants-chercheurs de sciences humaines et sociales, comme une ressource, parce qu'il peut être effectivement une ressource, comme le sont tous les délégués dans leur, on va dire, département, ou en tout cas région respective. Alors si vous le voulez bien, je vais vous dire d'abord le plaisir d'être parmi vous, parce que cette table ronde, en fait, elle est liée à un cycle de tables rondes que je mène à travers la France. Alors vous allez dire, mais que fait un Martiniquais comme ça, à parcourir la France pour faire des tables rondes sur innovation et SHS? Tout simplement, aujourd'hui, de tous les délégués, il y en a 17 dans toute la France, hein, ce sont des délégués qui sont mis pour chaque territoire. Je suis le seul délégué régional académique à la recherche et l'innovation issu des sciences humaines et sociales. Alors ce qui dit beaucoup aussi sur, au niveau du ministère, quel doit être un peu le profil idéal du délégué, mais qui est aussi la preuve que par des chemins de traverse, comme dirait Harry Potter, on peut arriver à ses fins et on peut parvenir comme ça à aussi inciter à l'innovation telle que le souhaite finalement l'État, dans les disciplines qui aujourd'hui, on va en parler aussi, sont pour le coup moins présentes que ne le sont les sciences dites expérimentales. Alors j'aime pas trop les sciences dures, parce que ça laisse à croire que nous serions mous, mais en tout cas, les sciences exactes, ce qui laisserait à croire que nous sommes des sciences inexactes. Rien ne va dans tout ça, et là aussi, il y a une catégorisation, une appellation qui, à mon sens, serait à repenser. Si vous le voulez bien, je vais commencer par une anecdote pour aussi justifier les différents constats qui m'ont donné l'idée et l'envie de faire ces tables rondes innovation à travers la France. Ça a été à Montpellier, c'était à Dijon, systématiquement avec le délégué local, aujourd'hui Nantes, et puis j'espère demain d'autres régions, on en discute avec les collègues régulièrement. La première anecdote, c'est que tout simplement, avant d'être délégué, ça ne fait qu'un an, hein, je suis un tout jeune délégué, j'étais en fait enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait mon doctorat à Valenciennes, j'ai été mon premier poste à Toulouse et aujourd'hui en Martinique. Et alors que en fait, j'ai manipulé pendant toute ma carrière et pendant toutes mes études des outils finalement de recherche et d'innovation tels qu'ils sont disponibles aujourd'hui, j'ignorais totalement l'existence de ces délégués. J'ai été un docteur bénéficiaire d'une convention industrielle de formation par la recherche, c'est une cifre que vous connaissez tous.
Je ne savais pas ce que c'était. Alors à l'époque, on appelait ça des D2RT. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est pas toi qui as signé ta convention, ou c'est pas toi qui a vu les expertises qui ont été menées, mais pour autant, je ne savais pas ce que c'était. J'ai moi-même monté un nombre de chiffres quand même relativement conséquent. Jamais j'ai imaginé que la personne qui était derrière et qui faisait une des deux évaluations, c'était le DRARI. Je savais qu'il y avait une évaluation scientifique, mais je ne savais même pas qu'il y avait une évaluation socio-économique qui était menée par le délégué et systématiquement par le délégué. C'est-à-dire que ici, si un jour vous déposez une thèse CIFRE, sachez qu'elle passera forcément dans les mains du garçon qui est à côté de moi, qui devra donner une évaluation, une note, A+, A. Alors j'ai compris hier dans les journées déléguées, puisqu'on est à Paris pour la semaine, dans le cadre de journées déléguées, j'ai compris qu'il fallait un A+, sinon la demande était telle que c'était un peu éliminatoire d'avoir moins que A+, en tout cas sur la partie évaluation socio-économique, mais pareil. Mais ça ne descend pas en dessous de B. Ah, j'ai compris qu'il y avait un C. Non, il n'y a pas de C. Il n'y a pas de C. Bon. Alors, il faut vraiment pas avoir B, ça c'est sûr, et apparemment même A ne suffirait pas. En tout cas, ce dispositif-là, pareil. Et puis j'ai eu la chance de copiloter le premier laboratoire commun, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, les LabCom de SHS. Et là aussi, j'ignorais totalement que j'avais la possibilité, avec ma collègue de Toulouse, de finalement faire appel à un délégué pour m'aider, nous accompagner dans le montage de ce projet et les opportunités qu'il aurait été intéressant de saisir. Alors on a été choisi, on a été financé, premier LabCom en SHS en 2013, donc vraiment ça a marché. Mais pour le coup je me suis dit mais c'est incroyable. J'ai mené comme ça un certain nombre d'opérations d'ANR, de LabCom, de CIFRE, de CIR. Je parle tout le temps, quand j'étais enseignant-chercheur, je parlais tout le temps du crédit impôt recherche pour inciter les entreprises à faire appel à des doctorants en leur disant mais ce doctorant il va rien vous coûter. Il va rien vous coûter parce qu'il y a l'État qui va prendre une partie de ses frais d'environnement et même une partie de son salaire et qui va vous les rembourser par le biais de crédit impôt recherche. Ce dispositif-là aussi, qui est parfaitement maîtrisé avec toutes ces évolutions par les délégués, je ne savais pas que j'allais pouvoir utiliser potentiellement cette ressource. Et quand je suis devenu délégué, que j'ai découvert, j'étais sur une plage de la Martinique, j'étais en train de checker mes mails, ce qui est tout à fait sain quand on est enseignant-chercheur sur une plage de Martinique. Et donc j'ai regardé mes mails et le président de l'université disait qu'il y avait un poste de délégué disponible et qu'il s'agissait de répondre à la petite annonce du journal officiel pour pouvoir postuler. J'ai vu la fiche de poste, je me suis dit mais c'est génial. Il parle de CIFRE, il parle de CIR, il parle de concours d'innovation, il parle de crédit impôt recherche, de LabCom, enfin bref, il parle de dispositifs finalement que je connais très bien, sans savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient nous aider là-dessus. Ça, c'est mon premier constat, qui à mon avis est un peu symptomatique, parce que quand j'ai dit à mes collègues que j'allais devenir délégué, ils m'ont dit « mais c'est quoi un délégué ?» Je me suis rendu compte qu'en fait c'était assez méconnu, même au sein de mon environnement professionnel proche dans les universités. Ça, c'était le premier constat. Et puis quand je suis arrivé délégué, déjà je me suis rendu compte que dans l'amphi d'accueil des délégués, j'étais le seul SHS, je ne pensais pas du tout, et qu'autour de moi, j'avais des physiciens, des mathématiciens, des génies civils. En fait, j'avais des gens qui ont l'habitude parfaitement de tous ces dispositifs, qui les utilisent à fond et qui arrivent à financer leurs recherches de manière extrêmement simple et qui, une fois passés de l'autre côté de la barrière, connaissent toutes les ficelles du financement par l'État et de toutes les aides qui peuvent exister aujourd'hui pour financer la recherche. Alors je me suis senti un petit peu seul, je ne vous cache pas. On m'a dit, mais si, quelqu'un avant toi, et d'ailleurs il était au Pays de la Loire, Oui. Voilà, la prédécesseur de Pierre-Yves était aussi en SHS, et on m'a dit, t'inquiète pas, on en a un à chaque fois, cette fois-ci c'est toi. Et puis d'ailleurs ça tombe bien que tu sois là parce qu'on a un gros problème, c'est qu'en fait on se rend compte que sur tous les appels à projets, que ce soit les appels à projets ANR, que ce soit les appels à projets Horizon Europe, que ce soit les appels à projets des concours IPHD, ILAB, ICOM, etc. En fait, les SHS sont, mais alors, complètement sous-représentés par rapport aux autres porteurs de projets. Et pourtant, on a des financements pour eux, et on n'arrive pas à faire coller, tout simplement, les financements avec des porteurs de projets. Et donc, est-ce que tu peux nous aider ? Alors, j'ai eu le tort de dire oui, et je me suis retrouvé avec plein de missions, dont un chantier dantesque qui est
crédit impôt recherche et SHS, parce qu'on se rend compte que les entreprises qui font du crédit impôt recherche en SHS, en fait, sont mal habituées, rentrent pas bien dans les cases, et on va en parler tout de suite de ces fameuses cases, ces fameux problèmes. C'est que tous les dispositifs aujourd'hui sont pensés à partir de modèles de sciences exactes. Tout le crédit impôt recherche, par exemple, il est posé avec un cadre qui est d'abord une question: quel est votre verrou technologique? Alors, quand on est en histoire, quand on est en sociologie, quand on est en infocom, en sciences de l'éduc, en anthropo, en épistémo, la question du verrou, déjà, la première chose que fait un chercheur en SHS, c'est de questionner le mot valise de verrou, de commencer à le décortiquer, à le tourner dans tous les sens, pour essayer de un peu savoir ce que peut être un verrou. Et puis après, tout ce qui suit, en fait, relève d'un modèle positiviste. En l'occurrence, quelle est l'hypothèse qui va être posée, quelle est l'expérience qui va être menée et qui va permettre de lever le verrou, et puis quelles sont les retombées économiques. Waouh! Quand on est en SHS, des fois on n'a pas d'hypothèse, on peut être sur une démarche interprétativiste, constructiviste, on n'a pas forcément d'expérience, on peut être dans une étude de cas. Alors quand vous expliquez, j'ai rien contre toi, hein, mais quand vous expliquez le principe de l'étude de cas à un professeur de mécanique, il y a un travail pédagogique à mener qui n'est pas évident, parce que lui, il vous dit, mais non, une étude de cas c'est important, mais c'est quoi, comment on généralise ça, et comment on parvient finalement à déterminer une loi causale entre une cause et un effet. Oui, non, mais une étude de cas, ça ne permet pas. Et on rentre comme ça dans tout un travail pédagogique. Sauf que quand on est face aux experts du CIR, aux experts des LabCom, aux experts des ANR et autres, parfois ils ont un peu de mal, pas tous, Dieu merci, mais ils ont un peu de mal à faire rentrer les ronds dans les carrés. Et ça explique aussi pourquoi il y a un double travail à faire, travail d'acculturation, aussi de dispositifs qui sont pensés par et pour des sciences exactes, mais dans lesquels on a tout à fait notre place et des financements accessibles. Le CIFRE en est la preuve absolue. Et puis aussi un travail, et ça, vous pouvez compter sur moi pour faire le cheval de Troie, d'évaluation et de modification de certains dispositifs qui, là il y a un groupe de travail sur SHS et innovation qui voit la participation d'un certain nombre alors là aussi le paradoxe de porteurs de projets qui ont glané beaucoup d'ANR, beaucoup d'Horizon Europe, et qui vont faire changer de l'intérieur les appels à projets pour justement les faire correspondre davantage à nos cadres de pensée. Donc on y va petit à petit, mais bon, force est de constater que le chemin est un peu long, mais en tout cas qu'il y a un vrai souhait, une vraie volonté au niveau du ministère d'aller davantage vers les SHS et d'éviter que moins de 20% des appels à projets soient remportés par nos disciplines tout simplement. Donc voilà un peu l'avant-propos, et je me suis dit, on va faire en sorte de prendre son baluchon, partir de la Martinique, profiter des venues à Paris une fois tous les 2 mois, pour aller comme ça de région en région et vous présenter une ressource hyper importante, une ressource qui est là pour vous aider, quelqu'un qui n'a qu'une seule mission, c'est vous faire découvrir et vous accompagner. Tu sens la pression là? Non, vas-y, continue. Et vous accompagner dans finalement la possibilité de financer vos recherches. Parce que dans sa besace, lui, il a une multitude d'outils, il a une multitude de sources de financement, il est riche à millions, vraiment, et il ne cherche qu'une chose, c'est de faire correspondre des porteurs de projets et ces millions. Je vous présente Pierre-Yves Manac. Merci Laurent. Alors effectivement, j'ai changé d'échelle depuis que j'ai changé de métier. Ça fait 1 an que je suis arrivé ici en délégation. Avant, mon échelle, c'était plutôt le cas euro. Maintenant, c'est le million d'euros. Donc quand on est Drari, notre échelle de base, c'est le million. Effectivement, tu as bien posé les bases et les difficultés de notre métier aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider la communauté des enseignants-chercheurs et des chercheurs de la région de façon à ce que l'ensemble des laboratoires de recherche, les territoires d'innovation puissent progresser. Donc il m'a semblé utile de revenir un petit peu sur mon parcours, le pourquoi, comment je suis devenu Drari. Vous allez voir que c'est une longue histoire autour de ça. Et puis ensuite, je vous présenterai un petit peu rapidement les missions de la Drari et notamment comment est-ce que moi je peux interagir sur les thématiques qui sont liées aux sciences humaines et sociales.
Donc je suis historiquement professeur de mécanique, en mécanique des matériaux, section 60 du CNU. J'enseigne différentes matières qui sont... Enfin, j'ai enseigné, puisque maintenant j'enseigne plus. J'ai enseigné un certain nombre de matières qui sont liées à la mécanique des fluides, la mécanique des milieux continus, la mécanique des matériaux, enfin bref, des choses que mon collègue ici présent connaît très bien. Et je faisais ma recherche dans le domaine du comportement des matériaux métalliques, et notamment la modélisation d'un certain nombre d'effets particuliers que l'on rencontre dans les matériaux métalliques, qu'on appelle les instabilités plastiques. C'est des activités que j'ai menées pendant 30 ans dans ma carrière, et que j'ai un peu mis de côté depuis un an que je suis arrivé ici, et que j'ai pris la suite de ma collègue que vous avez probablement connue, enfin certains d'entre vous ont probablement connu, qui était Sophie Chauveau, et qui a été donc D2RT pendant quasiment 6 ans, enfin pas tout à fait 6 ans, 5 ans, et qui avait cette particularité d'être dans le domaine des SHS. Alors, le métier n'a pas dû être facile pour Sophie, parce que comme vient de le dire Laurent, le métier est quand même très tourné vers les sciences, on va dire, expérimentales, et les sciences humaines et sociales ne sont qu'une partie de notre activité. Donc moi c'est l'inverse. Quand je suis face à des dossiers qui me remontent de sciences humaines et sociales, je suis clairement en difficulté, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis arrivé Drari il y a un an de cela? J'ai eu un certain nombre d'expériences qui ont fait que j'ai acquis une culture de la recherche et de l'innovation qui m'ont permis ou qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'ai été notamment chargé de valorisation de la recherche dans mon université. Alors j'ai oublié de vous dire initialement que je suis rattaché à l'université de Bretagne Sud, petite université située sur les villes de Lorient et Vannes, donc pas très loin d'ici. Moi j'étais basé à Lorient et j'ai fait toute ma carrière là-bas, j'ai été maître de conférence d'abord, puis professeur ensuite. Et donc j'ai été chargé de valorisation de la recherche dans cette université, donc j'ai participé à la mise en place d'outils que vous devez voir un peu de loin, qu'on appelle les SAT, donc les sociétés d'accélération et de transfert, enfin bref, des outils qui ne sont pas très populaires parmi la communauté des académiques, on va dire. Enfin, ça dépend desquels. Et puis, ensuite, j'ai eu une très longue expérience de directeur d'unité, donc j'ai dirigé un laboratoire dans mon université qui s'appelle l'IRDL, Institut de recherche du Puy-de-Dôme, que j'ai fait entrer au CNRS en fait, qui était une équipe d'accueil initialement, et à la fin de mon premier mandat, j'ai réussi à la faire intégrer au CNRS, qui était un peu un challenge important, parce que rentrer au CNRS pour un nouveau laboratoire actuellement c'est difficile. Mon collègue du TEMOS pourra d'ailleurs en parler tout à l'heure. Donc j'ai fait une dizaine d'années j'ai fait 2 mandats en fait, et à la fin de mon 2e mandat, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire ensuite. J'étais plus tout jeune, j'avais encore beaucoup de doctorants, mais j'étais plus à la paillasse, et je me suis dit, j'avais pas vraiment envie de retourner à la paillasse dans mon labo, et j'ai réfléchi à un certain nombre de pistes que je pouvais faire. Et j'ai suivi une formation du CNRS, très bien d'ailleurs, sur l'après-DU, et dans lequel on nous expliquait, parce que c'est vrai que c'est un vrai challenge, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a eu des responsabilités, comment est-ce qu'on se reconvertit. Et ça faisait partie des pistes, des D2RT, ça s'appelait comme ça avant, ça s'appelle Drari maintenant, ça faisait partie des pistes. Et le poste s'est libéré, Sophie est partie, et j'ai candidaté ici, et ils m'ont pris. Voilà, et donc j'ai fait une petite mobilité, rassurez-vous, je continue à rentrer à Lorient le week-end quand même, j'habite à Nantes la semaine, et donc j'ai été recruté. Alors, il faut vous dire que le Drari a un double rattachement, en fait, il dépend directement du recteur d'académie, c'est lui mon supérieur hiérarchique, mais on continue à avoir un rattachement au préfet de région pour un certain nombre de missions. Notamment, le préfet est invité dans beaucoup d'événements qui sont liés, enfin beaucoup, dans pas mal d'événements qui sont liés à l'enseignement supérieur et la recherche, et quand c'est le cas, en tant que conseiller du préfet, il vient me solliciter pour savoir est-ce que c'est pertinent qu'il y aille, est-ce qu'il doit rencontrer par exemple la présidente de l'université de Nantes qui le sollicite, de Nantes Université, pardon, qui le sollicite pour le voir, celui de l'université d'Angers, du Mans, etc. Voilà, ce qu'on appelle un avis d'opportunité sur lequel il me sollicite et il me demande mon avis. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Juste à titre d'information d'ailleurs, cet après-midi je serai obligé de vous quitter, puisque le recteur d'académie, M. Marois, que vous connaissez probablement puisque c'est le plus ancien recteur de France, quitte ses fonctions. Et donc il sera remplacé d'ici, on ne sait pas encore par qui, mais d'ici une dizaine de jours par un nouveau recteur ou une nouvelle rectrice en région.
Voilà, donc un petit peu comment est-ce que je suis arrivé là, quelles sont les expériences que j'ai valorisées pour prendre ce poste, et comment est-ce qu'un enseignant-chercheur de base devient un jour un DRARI. Maintenant, sur les missions que l'on traite, on va dire qu'il y a quatre missions principales. Laurent en a cité certaines. Pour faire vite, il y a recherche, innovation, culture scientifique et expertise. Recherche, donc en DRARI, il y a recherche, innovation, c'est assez clair, c'est les deux missions principales. Dans le domaine de la recherche, on fait beaucoup d'accompagnement de vos établissements, notamment. Donc on travaille pas mal avec la gouvernance sur tout ce qui est répondre à des appels à projets ou accompagner les réponses des établissements dans les appels à projets, type ANR par exemple, sur les trucs les problématiques qui sont dimensionnantes pour l'établissement, typiquement Excellence, l'appel à projet Excellence, sur lesquels nous on essaye d'aider les établissements à se positionner correctement. Sur des appels à projets du PIA, ce qu'on appelle maintenant France 2030, PIA est devenu France 2030 depuis quelques mois, et là on va retrouver un certain nombre de problématiques qui peuvent être liées au SHS et sur lesquelles vous pourriez vous positionner. Enseignement numérique, par exemple. Enseignement numérique est une stratégie nationale d'accélération, un appel à projet du PIA, sur lesquels les SHS sont massivement présentes. Il y a aussi des choses autour des industries culturelles, enfin bref, il y en a un certain nombre sur lesquels je transmets, je fais de la veille si vous voulez, technologique, on appelle ça technologique, je transmets ces appels à projets aux chefs d'établissement et aux responsables de services de la recherche et de l'innovation, de façon en leur disant voilà, attention là-dessus, vous pouvez vous positionner et vous pourriez candidater. Donc ça c'est la première, pour terminer sur la recherche, j'ai oublié un volet important, c'est que nous sommes aussi à l'arbitrage et à l'accompagnement des projets qui sont liés au CPER. Donc CPER, contrat de plan État-Région, qui est un dispositif récurrent de financement des équipements de recherche dans les territoires. Donc c'est un cofinancement entre l'État, la région et les collectivités territoriales, dans lequel on va venir financer les équipements de recherche. Et systématiquement en région Pays de la Loire, c'était le cas dans le CPER 2015-2020, mais c'est aussi le cas dans le CPER 21-27. On finance votre laboratoire de sciences de données qui s'appelle Data Lab et qui est transversal aux différentes universités, enfin aux 3 universités de la région. Donc voilà, typiquement, donc il y a 500 000 € qui sont mis sur l'ensemble du CPER et qui vous permet d'acquérir des moyens justement pour ce laboratoire. Autre dispositif que l'on finance dans le cadre du CPER, c'est le dispositif Filinov, que certains d'entre vous connaissent. Il y a une dame qui m'a interpellé tout à l'heure en me disant qu'elle était responsable du programme Filinov. Voilà, donc qui sont des ingénieurs filières qui sont dans les laboratoires et qui sont censés faire du transfert auprès du milieu socio-économique de la région. Donc voilà deux typiquement applications que avec le recteur on a souhaité porter, parce que le recteur avait une vision très écu répartie des forces en présence sur la région. Il faut servir tous les domaines, il faut servir toutes les universités au poids de ce qu'elles représentent dans la région et au niveau national. Voilà donc deux dispositifs qui sont vraiment importants pour votre domaine. Ensuite, il y a le volet innovation. Je trouve qu'on dit Ah, c'est pas moi le maître du temps. Je suis le maître des horloges ce matin, donc voilà. Non, il y a encore du temps. On a encore un peu de temps. Sur le volet innovation, je dirais que c'est peut-être le volet sur lequel les SHS sont les moins présentes actuellement. Pourquoi ? Parce que ça concerne beaucoup ce qui est ce qu'on appelle le transfert vers public-privé, c'est-à-dire les recherches que l'on mène dans nos laboratoires, hein, comment est-ce qu'on va les transférer dans le privé. Donc ça concerne toute la politique des startups mise en place par le président de la République, l'incubation d'entreprises, ce qu'on appelle le deep tech, c'est-à-dire comment générer des entreprises à haute valeur ajoutée par rapport à un ensemble de résultats de recherche qui sont menés dans nos laboratoires. Donc il y a un lien fort avec le tissu académique et comment est-ce que potentiellement on peut le transférer sur le territoire. Donc on a des outils pour faire ça qui s'appellent SAT, qui s'appelle IRT, qui s'appelle Incubateur Atlampol que vous connaissez peut-être. Vous voyez, ce sont des outils que l'on suit et que le ministère finance dans la région. Volet, il y a des concours aussi, mais ça t'en a parlé tout à l'heure. Volet CSTI. Alors le volet CSTI, culture scientifique, technique et industrielle, était une mission historiquement rattachée au DRARI, puisque nous finançons une opération que vous connaissez tous qui s'appelle la Fête de la Science en région. Ça c'était avant il y a 2-3 ans, et depuis 2-3 ans
on peut dire clairement qu'il y a eu une accélération extrêmement importante sur tous ces aspects de diffusion de la culture scientifique, dans lequel vous êtes au cœur en fait de ce qu'on peut transférer sur le territoire. Je vais par exemple inaugurer dans une quinzaine de jours une opération qui s'appelle Artonax. Donc Artonax, c'est un cyclotron qu'on a sur la région dans lequel ils ont travaillé entre ce cyclotron et l'école des beaux-arts de Nantes pour arriver à créer des œuvres d'art autour de problématiques scientifiques. Voilà, donc là on retrouve des problématiques de SHS, et il y a eu un appel à projet l'année dernière, non c'était cette année d'ailleurs, qui s'est appelé Science avec et pour la société, pour lequel j'ai accompagné les trois établissements de la région. Malheureusement, aucun de nos établissements n'a été retenu, mais bon, voilà, on commence à savoir un petit peu, il y a eu très peu d'établissements qui ont été retenus au niveau national, il n'y en a eu que 12, on ne fait pas partie de ces lauréats-là, mais j'ai bon espoir que dans la prochaine vague, on puisse être retenu. Donc, ça concerne la diffusion de la culture scientifique de chacun de nos établissements. Comment est-ce qu'ils s'emparent de ça vis-à-vis des citoyens, du grand public, vis-à-vis de toute la communauté qui est autour de nous et qui attend depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis le Covid, de savoir ce qu'on fait réellement dans nos laboratoires de recherche. Donc ça, c'est un volet qui est en plein boom, avec de l'argent une augmentation en fait des financements qui sont liés à ça, puisque tous les crédits qui sont mis à l'ANR maintenant, et vous avez peut-être vu le plan de charge de l'ANR dans les années à venir, qui va passer de 500 millions d'euros, je crois, à 1 milliard d'euros par an, sur lequel il y a 1% d'activités de financement qui sont consacrés au volet de la diffusion de la culture scientifique. Et dernier volet, c'est le volet expertise dont Laurent a parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est une activité très méconnue de ce que l'on fait à la DRARI. On a une activité plutôt technique dans laquelle on va évaluer des projets de recherche ou des projets de R&D. Donc ça concerne par exemple le crédit impôt recherche des entreprises qui déclarent donc leurs activités qu'elles mènent en R&D, et nous on nous demande de vérifier est-ce que ces activités-là, donc c'est du traitement que l'on fait a posteriori, est-ce que ces activités sont liées ou pas, enfin sont de la R&D ou pas. Donc on a un rôle qui n'est pas forcément simple, qui est un peu d'arbitrage. Et comme ce sont des crédits d'impôt, c'est-à-dire qu'une entreprise a calculé ça dans son budget, elle va récupérer 30% des dépenses de R&D qu'elle a fait. Si vous dites non, c'est pas de la R&D, ça veut dire qu'elle a un trou de 30% dans son budget, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc c'est assez touchy. En général, ça nous amène à des relations qui ne sont pas forcément sereines avec certaines entreprises. Mais nous, on est là aussi pour soutenir les experts scientifiques que l'on choisit pour justement faire ces expertises. Alors, là, pour revenir sur ce volet-là, force est de constater qu'on commence à avoir de plus en plus de projets qui sont liés au SHS, c'est-à-dire que dans les entreprises, parfois, elles font des transformations de management dans leur entreprise, qui peuvent être des activités qui sont liées aux sciences humaines et sociales. Elles le déclarent en activité de R&D, et moi, je me retrouve à choisir un expert dans la base de données nationale pour expertiser ces activités, sachant que moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le droit de le faire déjà d'une part, et en plus, ce n'est pas mon domaine. Et là, la base de données, on a à peu près 600 experts au niveau national. Je pense qu'on doit avoir, maximum une dizaine ou une quinzaine d'experts seulement en SHS. Donc vous qui êtes présents ici et aux gens qui sont présents en ligne, sachez que si ça vous intéresse, je vous encourage à candidater. Vous passez par moi, vous m'envoyez un message, vous passez par moi et en me donnant les compétences que vous avez dans ce domaine-là, je serai ravi de pouvoir vous faire intégrer la base et de pouvoir vous solliciter ensuite pour faire les expertises de crédit impôt recherche, sachant quand même que par rapport à d'autres expertises type ANR ou autres, c'est rémunéré. Pas super bien rémunéré, mais c'est rémunéré. Voilà. Et deuxième dispositif sur lequel on est très souvent sollicité, c'est celui des chiffres dont Laurent a parlé. Moi non plus, quand je suis arrivé de DRARI, je ne savais même pas qu'on avait ça à faire. C'est lorsque un laboratoire et un chercheur déposent une demande de chiffres, il y a deux expertises. Il y a une expertise sur le volet scientifique et une expertise sur le volet socio-économique. Donc là, nous, on regarde, est-ce qu'il y a un lien fort entre le laboratoire qui a été proposé et l'entreprise? Quelle est l'intégration de l'entreprise sur le territoire, sur la région des Pays de la Loire en ce qui me concerne? Et est-ce que la complémentarité... moi, je ne regarde pas du tout l'étudiant, ça, c'est pas mon rôle. Et est-ce que la complémentarité des activités qui sont menées entre le laboratoire et l'entreprise est bonne? Voilà un peu le rôle que j'ai à faire. Alors bon, moi, c'est un
c'est une expertise que je fais avec une vision qui est la mienne, qui est de dire, quand une entreprise nous sollicite pour une cifre, je regarde toujours est-ce qu'elle a pris un laboratoire de la région ou pas, parce qu'elle n'est pas obligée. Une entreprise de la région peut très bien solliciter un laboratoire qui est à Lyon pour un certain nombre de raisons, en général qui sont historiques, parce qu'elles ont l'habitude de travailler avec eux. Systématiquement, moi, quand elle va aller choisir un laboratoire qui est à Pétaouchnok, alors qu'on a la même compétence ici en région, ça m'énerve, et donc je leur fais remonter, je mets un avis réservé, ou enfin je dis non, voilà, il y a un laboratoire dans la région, c'est mieux pour le doctorant que l'entreprise soit proche du laboratoire, pour tout un certain nombre de raisons, rien que matériel, par exemple, et donc je fais remonter cet avis-là. Voilà un petit peu le genre de position que l'on peut être amené à prendre. Pour terminer sur ce volet des chiffres, pour vous dire, pour la partie sciences humaines et sociales, jusqu'à il y a quelques années, c'était réservé aux entreprises privées, qu'on appelle vraiment entreprises privées. Et c'est un dispositif qui s'est complètement ouvert depuis quelques années aux associations, aux collectivités territoriales, qui peuvent être maintenant considérées comme des entreprises et que vous pouvez accompagner, vous, dans les transformations radicales, par exemple en termes de management, en termes de sciences humaines, sociologie, typologie, etc. Et bien ça, ce sont voilà des avancées qui sont importantes pour vous. Moi, quand j'ai fait un petit bilan avant de venir cette semaine, là, si je regarde, on a arbitré 120, enfin évalué 120 chiffres l'année dernière dans la région des Pays de la Loire. On en a à peu près une vingtaine qui sont liés aux sciences humaines et sociales. Ce qui n'est pas négligeable, c'est la troisième... bon, alors c'est très large que je considère comme sciences humaines et sociales. Hein. Ça va de la psychologie au droit public, au droit international, à la socio, etc. Mais n'empêche que, en histoire par exemple, c'est pas négligeable. Vous êtes la troisième force. Alors en premier, c'est sciences pour l'ingénieur dans la région, c'est historique ici. Ensuite, c'est STIC, sciences de la communication. Et ensuite, sciences humaines et sociales, à peu près équivalent à la santé. Vous voyez, pour vous donner un peu des ratios. Donc voilà, on retrouve tout type de projets. Alors, pas mal de projets qui sont liés au droit quand même en sciences humaines, hein, parce qu'on a des gens qui sollicitent des cabinets d'avocats qui déposent des tests chiffres pour évaluer la pertinence de, je sais pas moi, mettre des éoliennes en mer. Quel est le droit autour de mettre des éoliennes en mer? Vous voyez, des problématiques un peu comme ça. Voilà, donc ça peut être lié à des problématiques scientifiques, mais pas uniquement. La région pourrait très bien décider ici de mettre en place, sur la transformation de sa structure globale, une thématique autour de la psychologie dans le conseil régional, enfin, j'imagine des choses comme ça, et qui pourrait être retenue sous la forme d'une thèse chiffre. Ben, merci beaucoup à vous deux. Donc nous avions prévu d'autoriser une dizaine de minutes d'échange, en sachant que les échanges se poursuivront de toute façon ensuite, y compris avec vous, hein, pendant la table ronde. Donc n'hésitez pas de profiter de ces premières 10 minutes d'échange libre pour poser des questions, faire des observations. Et surtout, quand je dis n'hésitez pas, même ceux qui êtes à distance, hein, ceux qui êtes à distance, on vous entend très bien dans la salle, on vous voit aussi à l'écran, donc vous êtes avec nous. Donc considérez que vous êtes les bienvenus pour intervenir. Merci beaucoup. Merci. Je suis professeur à l'Université de Nantes en littérature du XVIIIe siècle. Et bing, ma question, merci, c'était passionnant. Est-ce que vous avez déjà vu une thèse chiffre en littérature? Non. Moi, jamais. Hein. Non. Et donc, la littérature, c'est pas ça. Je ne peux pas vous dire jamais parce que moi, ça fait que 1 an que je suis là. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une étude sur l'année 2021 parce que je n'ai pas forcément tous les indicateurs qui avaient été menés par Sophie. Mais éventuellement, je peux regarder un peu plus en détail. Je dois pouvoir remonter quelques années en arrière. Si j'en trouve une, je vous l'envoie. Mais en fait, moi j'ai vaguement entendu parler, mais je ne sais pas si elle l'avait obtenu, de quelqu'un qui travaillait sur littérature et maladie et je ne sais pas quoi. Mais la question que se posent nos étudiants, parce que peut-être que vous le savez, nous avons un énorme déficit d'étudiants. Les lettres du Moyen-Âge au XXIe siècle sont complètement en perte de vitesse. C'est effrayant, je suis là depuis longtemps et on a perdu 80% de nos étudiants. Donc, on a l'impression que toute la dimension historique et culturelle, qu'on parle de l'Antiquité, je pense à Frédéric ici présent, mais à nos jours, tout ce qui est avant la fin du XXe siècle n'intéresse pas la recherche. Et c'est complètement faux parce que
tous les anciens ont été les modernes de plus anciens, et qu'il y a des problématiques hyper actuelles dans les siècles d'autrefois. Vous voyez, par exemple, le siècle des Lumières, on ne peut pas dire qu'on a fait une croix dessus. Mais juste ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire des contorsions de cerveau extraordinaires pour réussir à avoir des projets. Et je ne le dis pas avec amertume, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 CPER et 3 ANR, mais je me dis, mais quel travail pour arriver à correspondre à tout ça. Et je pense que pour sauver les sciences humaines, mais au sens de les humanités, bien sûr, il faut sortir du TRL, là, du niveau technique ou des verrous, mais il faut peut-être convaincre, excusez-moi de faire juste cette évocation, hein, mais peut-être convaincre les financeurs que c'est important d'avoir un passé, de savoir d'où on vient, que la dimension interséculaire, elle existe quand même. Parce que sinon, les candidats, c'est toujours les gens qui travaillent, comme vous venez de le rappeler, en sociologie, en droit, tout de suite maintenant, sans tout ce qui nous a précédé, tous nos siècles de culture. Et si on rasait tout, ce serait dommage. Mais en tout cas, votre témoignage est passionnant et j'aimerais beaucoup pouvoir prendre rendez-vous avec vous pour vous expliquer plus en détail des projets de dépôt et que nous permettiez de candidater aux CIFRE. Ouais, merci beaucoup. Okay. Merci Françoise pour ton témoignage. Et alors Yves Dénécher avait demandé la parole. Alors ça tombe bien, il est historien, donc c'est un bon lien, même s'il est historien contemporain, il est historien. Donc sur cette question évidemment de la relation au passé à l'histoire, je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais intervenir, mais en tout cas tu as la parole. Donc Yves Dénécher, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Un chercheur en SHS, il va prendre le mot verrou, il va essayer de savoir, etc. En fait, est-ce que ce ne serait pas une possibilité assez facile, finalement, de changer un tout petit peu le vocabulaire? On parle d'innovation. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter que l'innovation, c'est aussi l'innovation sociale, l'innovation sociétale, etc. Et ce que dit Françoise rentre tout à fait là-dedans. On parle de CSTI. On a discuté, il n'y a pas plus tard que 2 jours, à la région, là, plutôt de dialogue entre sciences et société. CSTI, TI, enfin bon, voilà, on limite tout de suite. Donc je pense que c'est un travail qui est, à mon avis, pas très compliqué à faire, à partir du moment où on est capable de mettre des mots un peu différents. Celui de verrou, on peut le transformer par, je sais pas, autre chose. Il y a sans doute un travail à faire là-dessus. Et puis sur l'innovation, sur la CSTI, enfin bon, voilà, je pense qu'il y a une manière aussi de présenter les choses pour que les gens des SHS se sentent davantage concernés par ce qui se passe. Parce que le discours de dire dans tous les appels à projets, il y a des volets SHS, alors oui, on vient chercher les SHS comme ça en supplétif, etc. Bon, faisons en sorte et plaidons pour que les SHS soient proactives dans les appels à projets, pour aller chercher les sciences de l'ingénieur, pour aller, elles, chercher la santé, etc. Mais pour ça, il faut déjà que, comme vous l'avez dit, le cadrage, les textes, le vocabulaire, etc., il soit aussi ouvert à tous. Hein. Merci à toi Yves, et je sais que Natacha Bonnet-Guilbault avait levé la main. Juste pour répondre à M. Dénécher, on a déjà changé D2RT en DRARI. Donc la technologie a été remplacée par l'innovation, ce qui a été une avancée quand même. C'est un bon début. Voilà. Sophie Chauveau était D2RT à l'époque. Sur ce sujet-là, j'ai reçu avant-hier le rapport d'activité 2021 de l'Alliance Athéna. Donc l'Alliance Athéna, c'est les SHS au sens large. Et parmi les missions de l'Alliance Athéna, il y a l'encouragement à la recherche partenariale. Et ce rapport, de ce point de vue-là, est très intéressant parce qu'il montre bien, et ça va renforcer ce que Natacha Bonnet-Guilbault venait de dire, que pendant longtemps, les tests CIFRE en SHS, elles ont quand même été cantonnées à un certain nombre de disciplines, celles qui ont été mentionnées précédemment, donc droit, sociologie, etc. Et ça reste quand même, très clairement, encore aujourd'hui, on va dire, le terrain, le vivier principal. Mais quand même, sur les constats qui ont été faits par l'Alliance Athéna, sur les tests CIFRE au cours des, on va dire, les 5 dernières années, il est bien noté que, tandis, et là je cite la phrase exactement, tandis que seule l'économie, le droit, la gestion, les finances et les ressources humaines étaient mobilisées
dans le cadre des conventions CIFRE avant les années 2000, donc on monte même en fait un peu plus que 5 ans avant, toutes les disciplines de sciences humaines et sociales ont dorénavant pu expérimenter le dispositif. Alors effectivement à des niveaux différents quantitativement, hein, mais ça veut dire que c'est un dispositif a priori qui convient à toutes les disciplines. Hein. Donc après il y a des enjeux d'acculturation et comme le disait Yves, certainement aussi de vocabulaire qui sont importants. On sait à quel point dans les communautés scientifiques, d'abord s'accorder sur les mots, sur ce dont on parle, c'est fondamental, surtout quand on veut faire de l'interdisciplinarité, là je reviens à la recherche. Quand on n'a pas commencé ce premier travail, en général, ça démarre mal, ça part mal. Donc effectivement, les enjeux sont certainement là, mais très clairement, toutes les disciplines sont concernées, et les SHS, toujours d'après ce rapport, représentent aujourd'hui plus de 20% des tests CIFRE financés, ça correspond à peu près à ce qu'on fait sur le Pays de la Loire, hein, 20 pour 120, et là effectivement au niveau national on est à 20%. Donc ça va nous trouver. Bonjour à tous, donc je me présente d'abord, hein, Christophe Binetruy, donc je suis vice-président délégué entrepreneuriat de Nantes Université, et j'interviens au nom aussi de Frédéric Jacquemin, qui malheureusement n'a pas pu nous participer à cette discussion aujourd'hui. Je voulais simplement donc exprimer en fait une réaction par rapport à remercier Pierre-Yves et Laurent de leur exposé et de montrer un petit peu tout l'éventail des possibilités. Et en vous écoutant les uns les autres, en fait, je me suis posé la question. Une première question, c'est de me dire, mais finalement, quand on est dans le monde des sciences, alors dites expérimentales, et qu'on dépose un dossier, un projet pour essayer donc d'obtenir des financements pour développer notre recherche, souvent en fait il y a un argumentaire qui est produit, alors on le voit au niveau de l'Europe, on le voit un peu partout, il y a toujours une composante importante de dire positionnez votre projet par rapport à des besoins sociétaux, souvent, enfin c'est extrêmement important, c'est-à-dire que votre recherche doit aider l'humanité, aider la planète, aider l'économie, aider. Donc là, on a tout un tas de critères. Et la réflexion que je me faisais, c'est finalement, ça nous est demandé, c'est un facteur extrêmement important pour l'éligibilité, je dirais, au projet. Et puis finalement, derrière, c'est vrai que le traitement qui en est fait derrière, c'est qu'on finalement on a tendance un petit peu à oublier tout ça, et dire, bon, bah, maintenant, j'ai mon projet, bon, on verra bien si finalement ça aide la société ou pas. Voilà, je suis peut-être un petit peu caricatural, mais ce que je veux dire, il y a quand même un ferment ou un gisement intéressant, c'est de se dire qu'à un moment donné, il y a un questionnement par rapport à ça. Et puis peut-être que c'est peut-être de là qu'il faut peut-être construire, parce que je veux dire, ça existe, mais du coup, le ressourcement ou l'implication très nette, très forte de collègues qui sont vraiment des experts de ces questions-là, bah finalement n'apparaît plus ou pas forcément. Voilà. Il y a peut-être un levier à exploiter à ce niveau-là. Et je me permets, le deuxième point aussi, on a parlé un petit peu d'ingénierie, c'est un domaine que je connais bien, je ne me suis pas plus présenté que ça, mais moi je viens du monde, comme Pierre-Yves, du même monde que lui. Et j'enseigne en école d'ingénieur à Centrale. L'histoire des ingénieurs est intéressante, on pourra en discuter, parce que il y a plus de 2 siècles, l'ingénieur, on y a confié des missions purement techniques, mais purement, hein, avec une acculturation scientifique très forte, qui étant considérée comme la science étant dite exacte, on va partir de là pour légitimer toutes les actions. On a vu au fil du temps que la dimension sociale est arrivée en fait assez logiquement dans les formations d'ingénieurs, parce qu'à un moment donné, comme étant à un moment donné participatif et contributeur à un moment donné du développement économique avec toute l'humanité qui va autour. Et ça c'est des modèles qui sont assez intéressants. L'interpénétration ingénierie et sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui est quelque part installé quand même, il faut quand même le reconnaître. L'histoire nous a fait évoluer de ce côté-là. Voilà. Et donc je me dis que ça peut aussi être un point de départ intéressant pour nos futures discussions. J'ai été un peu long, mais je voulais exprimer ce point de vue. Merci à toi Christophe. Pour respecter notre chronologie, je propose qu'on en reste là pour l'instant, parce qu'on va les reprendre ensuite sur les échanges, et puis qu'on passe à la table ronde.